Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos saison 3, épisode 4, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment tu vas ? Salut Damien, salut à tous, ça va super bien. Super lancement hier du R6 Mark III dont on va parler rapidement, cool. Et avec un live qui était très très cool d'ailleurs. Ouais, écoute, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode classique. Donc évidemment, tu viens de le dire, la grosse actu, c'est le R6 Mark III, mais on va parler aussi du A7 V qui commence à faire parler. Lumix crée un événement, je vous en parlerai. Élan de solidarité pour un petit photographe, on finira par ça. On verra que Coca-Cola fait le buzz. Il y a un filtre Polar Pro qui a attiré mon attention. Laowa a lancé un 200 mm. On fera quand même un bilan, comme on fait grâce aux interviews de Phototrend tous les ans qui ont été données lors du salon de la photo. Et on verra qu'il y a de l'actu sur le monde des logiciels, notamment avec Affinity qui fait quelque chose de très particulier. Sony fait un peu parler de lui grâce à des mises à jour et des brevets. On regardera tout ça. On ira évidemment écouter le répondeur et répondre à vos commentaires. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous laisser un message à tout moment pour nous partager une réflexion, pour nous demander quelque chose, nous poser une question. Donc il y a un lien qui est présent dans la description. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce podcast en format audio sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et donc on commence par un filtre qu'on peut utiliser aussi bien en photo qu'en vidéo. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on a des objectifs qui sont tellement cliniques, tellement chirurgicales, que les photographes et les vidéastes ont tendance à chercher des accessoires ou à chercher des filtres pour retrouver un rendu défauts. Un peu moins... Ouais, pour créer un look qu'on n'a plus. Signature, ouais. Il y a plus de caractère comme on pouvait avoir. On appelle caractère, je pense que c'était des défauts optiques, mais ça avait du caractère parce que les défauts n'étaient pas les mêmes en fonction des objectifs et il y avait une signature. Maintenant, les objectifs sont cliniquement parfaits et si vous voulez les modifier, on met des filtres. Et Polar Pro a sorti un filtre qu'ils ont appelé le Center Split, sous-entendu division centrale. Et clairement, c'est un outil en fait qui permet de créer une zone de flou, c'est-à-dire qu'il y a une bande de netteté au milieu de votre image, mais tout le reste est globalement flou. Et on le voit ici, tout flou sur le côté. Et en fait, ça permet de faire ressortir son sujet beaucoup plus, par exemple, quand vous n'avez pas d'amorce, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un cadre dans le cadre ou par exemple entre deux portes où vous n'avez pas la possibilité de caler votre sujet au milieu de deux autres choses qui sont un peu floues. Ici, dans toutes les situations, ça permet de donner ce look-là, qui n'est pas un look du coup que vous allez simuler au post-traitement. Ça peut donner un dynamisme aussi, tu vois, sur l'image quand tu remontes un peu. Là, ça donne un truc, Ouais, il y a un truc différent. Quand tu as une image qui peut paraître un peu plate par rapport à son environnement, on vient créer justement un petit truc grâce à ça, quoi. Et il y a une marque, d'ailleurs on va le montrer juste après, mais moi ça m'a direct fait penser à, je crois que c'est des Américains, ça s'appelle Prism Lens FX, c'est leur spécialité. Eux, ils ont un catalogue de filtres à effet de ce type-là, avec des bandes au milieu, sur les côtés, des lueurs, enfin tout un tas de choses, des dominantes de couleurs. Ils ont beaucoup de choses. On voit aussi à droite là des filtres qui sont carrément même divisés avec deux parties différentes. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'ils font, et ça va dans ce que tu disais, Damien, tout à l'heure. Voilà, vouloir recréer un petit peu certains défauts ou certains styles à l'image par le filtre, parce qu'effectivement, on a des optiques aujourd'hui qui sont quasi parfaites en fait. Et ça nous amène au Laowa 200 mm f2. Laowa, c'est en train de devenir un constructeur tiers plus important que ce que c'était. Moi, je les sens, je sens qu'ils vont sortir. Là, je les sens vraiment boostés par le Laowa 10 mm autofocus qui a été un carton. Nous, sur l'année 2025, elle est dans le top 3 volume des optiques vendues, toutes marques confondues. C'est une folie cet objectif dont on a parlé plein de fois. Et je pense que ça leur a donné un tel boost par rapport à ça que justement, du coup, aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a peut-être un segment à aller chercher, des nouvelles optiques à aller chercher. En termes de qualité d'optique et de fabrication, c'est excellent. Il faut rappeler quand même aussi, on fait quand même le lien, on parlait de produits qui les ont boostés, mais on a parlé plusieurs fois dans les précédents épisodes de la Megadap, la bague d'adaptation de chez qui permet de mettre des optiques Sony sur du Nikon. Megadap, c'est Laowa aussi, c'est un carton, ça leur appartient. Donc voilà, il y a plein de choses qui sortent, qui sont quand même excellents et qui leur donnent peut-être un tremplin pour aller sortir plein d'optiques comme celle-ci, qu'on a vu d'ailleurs ensemble au centre de la photo, Damien. Ouais, et donc là, c'est un 200 mm f2 avec un autofocus. C'est ça la grosse différence. C'est que Laowa, c'est une marque qui était connue pour faire des optiques qui n'avaient pas d'autofocus. Là, ils se sont lancés dans une bataille de l'autofocus qui est intéressante. En termes de construction, franchement, ils ressemblent beaucoup à ce qu'a fait Sigma. Donc, c'est un objectif moderne. Ils ont une signature, eux, ils font des objectifs de couleur bleu nuit.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je trouve que ça a un look, c'est intéressant. Quand je prends l'optique toute seule, je trouve que c'est magnifique. Quand je la monte sur mon boîtier, je trouve que ce bleu nuit et le noir du boîtier sont pas, c'est pas ultra élégant. Mais le fait est qu'ils se distinguent. Ouais, il y a au moins il y a une identité en tout cas. Moi personnellement, Ouais. j'aime bien. D'ailleurs, regarde, il le montre avec un A7C qui est silver, avec qui pour le coup ça se marie mieux que si c'était noir. Ouais. Après, donc bon, il y a tout qui est. Hein. Il est bien construit, on a les boutons. Enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Mais moi, je l'ai pas testé cette optique-là. Par contre, j'ai vu quand même de nombreux tests. En fait, il commence par quelque chose qui est difficile. Arriver à faire du 200 mm f2, c'est forcément du monde de sport. Faible profondeur de champ, autofocus réactif, c'est pas facile. Et malheureusement, on a besoin d'un autofocus qui est irréprochable et ça n'a pas l'air d'être le cas. En fait, ils sont encore balbutiants sur leur maîtrise de l'autofocus. Et un 200 mm f2, ça pardonne pas. Mais ils ont un avantage qui est quand même important, c'est le prix. Eh oui. 2299 € pour un 200 mm f2, c'est incroyable en termes de prix. Le Sigma, il a combien? Le Sigma est à 3500. Voilà, donc c'est 1500 € de moins. Donc, bah oui, clairement, le prix. Alors, aujourd'hui, ça existe en Sony et en Nikon, c'est ce que j'ai envie de dire officiel. Ils le sortent en Canon EF. C'est là où ces marques-là, et je veux pas être péjoratif ou quoi, mais je trouve que parfois, elles en font... Enfin, elles outrepassent les limites, elles vont toujours un peu trop loin. Là dire, bah, on le sort en EF parce que comme ça, vous pourrez le mettre sur le RF. On sait que ça marche pas bien. Je trouve dommage qu'ils le fassent. Viltrox a des problèmes. Enfin, tu vois, les objectifs Viltrox, par exemple, tu peux pas les mettre avec une méga DAP. Ça, on sait pas pourquoi ça marche pas bien. Mais c'est parce qu'ils ont pas vraiment les licences officielles, en fait. Contrairement à un Sigma ou Tamron qui ont des vraies licences, qui ont des... Ouais, ils ont pas tout à fait les... Ils sont toujours un peu borderline. Après, ils tentent le coup. Hein. Alors, je dis pas que c'est forcément bien, mais ils se disent, bon, on n'a pas possibilité de le faire en RF. L'optique, elle est là. La perf est pas là. Ouais, la perf est pas là, effectivement. C'est là où ils devraient dire, pour notre image de marque, comme la perf, le mec va être déçu. Ouais. Peut-être qu'il faut pas le faire. Bon, en tout cas, ça anime le marché. Ça fait des solutions maintenant qui sont, entre guillemets, accessibles, moyen de gamme et très haut de gamme chez le constructeur. Et ça a fait un marché des hybrides qui devient de plus en plus mature avec de plus en plus d'acteurs et finalement le client est gagnant parce que la concurrence fait que tout le monde tire les prix. Ouais, moi, je suis sûr qu'on va entendre, je le répète, parler de l'AOA dans les mois à venir encore plus. Ok, t'as des infos toi? Non, j'en ai pas, je te jure, je le sens, je sais pas pourquoi. Non, vraiment, j'en ai aucune. Et justement, on parlait de tirer les prix vers le bas. Et ben, c'est un peu ce qu'a fait Canon avec son R6 Mark III. En fait, c'est génial, moi, je trouve, pour le client, parce que on a toutes les fonctions qui avant étaient réservées à des boîtiers à 7000 €, puis à 4000 € ou 4500 € avec le Z8. Et peu à peu, toutes ces fonctions-là sont en train de descendre sur, entre guillemets, du milieu de gamme, des boîtiers qui sortent vers les 2900 €, puis après on les trouve rapidement en promo au fil de la vie du boîtier, ils finissent par descendre accessibles à du 2004, etc. On voit avec le Z6 III, c'est comme ça que ça a évolué. Et je dois dire que là, on a tout en fait. Moi, la vidéo, la miniature, j'ai mis tout, vraiment tout, parce que on a de la CF Express type B. On est passé à un peu plus de définition, 35% de définition en plus avec un capteur de 33 millions de pixels. Donc vous avez plus de détails. On garde le même autofocus, mais c'est un autofocus qui était déjà génial. 12 images par seconde en mécanique, 40 images par seconde en électronique. Une rafale qui, grâce à la CF Express type B, est largement suffisante. Ouais, elle tient la route. La pré-rafale en RAW, une vraie pré-rafale, pas avec une pile de RAW compliquée, mais un truc où vous avez juste des RAW sur une carte SD et que vous pouvez ouvrir dans Lightroom. Donc ça aussi, c'est un outil incroyable. Elle a été améliorée grâce à un raccourci qu'on peut mettre sur un bouton. Donc ça fait une partie photo où on se demande un peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter la prochaine fois. Et en vidéo, là c'est encore pire, c'est-à-dire qu'en vidéo, les gens maintenant ils veulent filmer avec du RAW en interne. Donc là ils ont le RAW en interne. Les gens veulent de l'open gate pour pouvoir travailler sur les réseaux. C'est les créateurs qui veulent à la fois faire du vertical et de l'horizontal, ils ont de l'open gate. Et ce qui était inaccessible dans cette gamme de prix-là, c'était la 4K 120, un ralenti 4 fois. Sans crop. Et voilà, sans crop. On a une 4K 120, sans crop, avec du son,
pas déjà ralenti, qui surchauffe pas. À ce niveau de prix-là, ça fait quand même une sacrée avancée par rapport à il y a quelques années où c'était ce qu'on payait presque 5 000 €, quoi. Ouais, et puis c'est déjà ça, effectivement, le fait que. Mais ça, c'est la suite logique. Tu l'as dit souvent. En fait, quand il y a des nouvelles technologies ou des nouvelles fonctions qui arrivent, au départ, on les paye, on va dire, le prix fort. Puis plus le temps passe, plus petit à petit, on les retrouve sur les produits de gamme inférieurs. C'est exactement ce qui se passe là avec le R6 III. Et puis moi, je veux souligner aussi, parce qu'on a parfois été très critique sur le fait, enfin très critique, c'était factuel, mais que des produits de même génération, enfin de même gamme, ces dernières années avaient tendance par rapport aux prédécesseurs à augmenter considérablement en termes de prix. Là, il faut quand même le souligner, le R6 Mark III, il sort au même prix que le R6 Mark II. Et c'est quand même un truc assez important parce que malgré tout ce qu'ils ont mis dedans, malgré toute la conjoncture, etc., on voit tout un tas de fabricants qui ont quand même tendance à plutôt faire augmenter les prix. C'est pas le cas chez eux. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça offre en fait un rapport qualité-prix qui est fou parce qu'on a le même prix qu'avant, mais on a tellement plus de fonctions. Et quand tu prends la hiérarchie depuis le R6 première génération, R6 II qui avait ajouté beaucoup de choses, et maintenant le R6 III, c'est vrai qu'en termes de boîtier, Canon a un positionnement hyper agressif, qui moi j'en suis convaincu, mais c'est mon analyse à moi, est issu du fait que la monture est fermée. Et que, en fait, pour réussir cette stratégie-là, il faut qu'ils aient les meilleurs boîtiers. Ouais. Il faut qu'ils aient les boîtiers qui fassent le plus envie sur le marché. C'est la seule solution pour arriver, et c'est ce qu'a fait Apple. Apple, ils sont arrivés à avoir cette autosuffisance-là et avoir un écosystème qui était fermé avec uniquement ses produits à eux. Parce que aujourd'hui, ils ont les meilleurs ordinateurs, ils ont les meilleurs téléphones, c'est comme ça. Ouais, ils ont le design qui est attrayant et je trouve que Canon est là-dedans. Et ils le font remarquablement bien, en fait. Donc, moi, je pense que ça veut dire que la monture va rester fermée. C'est comme ça que je le lis, moi. Moi, je suis convaincu qu'un boîtier à Canon va coûter plus cher à fabriquer, par exemple, qu'un équivalent chez Sony. Et que que Canon va marger moins sur son boîtier que ce que va marger Sony, parce que Canon a les optiques. Il se récupère sur les optiques. Et il se récupère sur les optiques. Je pense que d'un point de vue rentabilité pour une marque, je pense qu'ils gagnent plus d'argent en vendant une optique en pourcentage, on va dire, qu'un boîtier. Donc effectivement, si ils sont un peu moins rentables entre guillemets sur les boîtiers, mais qui se rattrapent avec les optiques, ça a du sens ce que tu dis. Ils mettent le max dans le boîtier pour garder les gens, mettre des offres, on va dire, entre le prix et ce qu'on a à l'intérieur, défiant toute concurrence, et ils gardent les gens comme ça. Et du coup, ils capitalisent sur le fait qu'ils vont vendre leurs optiques à eux. Et en parallèle, ça ne les empêche pas de développer des optiques en gamme un petit peu moins chère. Ils sont en train de développer une gamme à 2.8 avec le 28-70 à 2.8 par exemple, qui est moins cher. Là, ils viennent de sortir le 45-1.2. Ils ont quand même ils ont une stratégie qui est quand même intelligente, je trouve. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils ouvriront quand même. Ça ne sera pas demain, mais je pense qu'à terme, ils ouvriront. Contrairement peut-être à ce que tu peux penser, moi je pense que ça le fera, un de ces quatre. Ah non, mais je suis sûr qu'ils ouvriront, mais je pense que c'est pas demain en tout cas. C'est pas demain. Ouais, ça je suis d'accord. C'est pas demain. Et donc là, tu le disais, un 45 mm f1.2 qui a la particularité d'être proposé pour 499 €. Là où ils ont un 50 mm 1.2, donc très proche en termes de focale, quand tu le lis sur le papier, je crois qu'il vaut dans les 2008, quelque chose comme ça. Ouais, 2008, 3000, un truc comme ça. C'est une optique qui est très chère, qui est réservée à une élite de professionnels. Ouais. Et là, Canon dit, moi je vais vous faire à peu près la même chose, dans une optique qui est compacte, qui est léger, pour 500 €. Et je pense que c'est une manière pour Canon de dire, nous, on a aussi des optiques qui sont abordables. Si vous n'avez pas un budget de ouf, les optiques qui sont d'habitude faites par Sigma et Tamron, nous aussi, on va vous proposer des choses qui sont intéressantes. Alors évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est une optique qui a des défauts, qui a notamment des aberrations chromatiques qui sont quand même prononcées. Dans des situations de contraste où vous avez des lumières comme ça en arrière-plan, si vous regardez bien, vous avez des aberrations chromatiques. Après, je pense que tout le monde ne zoome pas à 200% dans sa photo à chercher à avoir une image chirurgicale. Je pense que c'est important de savoir à qui elle s'adresse. C'est probablement des propriétaires de capteurs 24 millions de pixels, 20 millions de pixels sur le R6 première génération ou 33. Franchement, elle tient bien les 33. Moi, j'ai trouvé que pour du 45, c'est un peu juste. Et j'imagine que si Canon a un jour plus, franchement, c'est pas fait pour. Mais ça fait le job. Moi, je me suis régalé avec cette optique et c'est cool. On se balade avec un 1.2 très compact.
très très cool. Et d'ailleurs, regarde, il le présente avec un R8 sur le côté. Mais même avec un APS-C, hein, même avec un R7, ça te fait un 70 mm, un 2 pour du portrait. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas testé avec le R7. J'aurais dû essayer, mais il y a tellement de trucs. Je me demande s'il sera peut-être pas, vu que du coup le capteur plus petit, on va peut-être se concentrer sur le centre de l'optique. Ouais, peut-être. Est-ce que les résultats sont pas aussi peut-être un peu plus probants? En tout cas, voilà, c'est un sacré coup de la part de Canon, mais ça interroge quand même. Et oui, ça interroge parce que Canon, on s'est parlé à la fin du mois d'août, ils ont lancé une caméra C50, en fait, qui partage le même capteur que le R6 Mark III. Sauf que le R6 Mark III, sur le papier, il semble supérieur à la C50 pour moins cher. Et c'est cool pour les utilisateurs parce que Canon n'a pas fait de rétention. Et franchement, quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient mis sur le R6 III, j'ai fait c'est incroyable. Mais c'est vrai que on se demande un peu qu'est-ce qui va rester comme argument à la C50 pour se vendre. C'est un très bon produit, la C50, mais j'espère qu'elle va avoir une mise à jour parce que le R6 III a fait de la 4K 120 meilleure que la C50, donc c'est quand même un truc étonnant. Mais c'est vrai qu'il va lui rester vraiment qu'une niche de vidéastes qui veulent un peu plus. Ça risque d'être un peu difficile pour elle, quoi. Ouais, parce qu'en termes de prix, la C50, ouais, on est quand même 1000 € plus cher. Hein. Ouais, 1000 €, je vois pas qu'est-ce qui. Bon, il y a une poignée XLR quand même. Ouais. Mais c'est difficile. Ouais, c'est à mon avis, ils vont forcément être obligés de faire quelque chose, hein, parce que c'est, enfin, tu vois, on en parlait hier, hein, Damien, et puis même pendant le live. Forcément, on a des gens qui ont précommandé la C50, qui nous ont écrit là hier, finalement, je prends un R6 Mark III, quoi. Ouais. Donc bon, c'est du Canon vs Canon. À la limite, je pense qu'ils s'en fichent. Tant que tu achètes un truc Canon, ça leur va. C'est une écriture de ligne, mais c'est vrai que ça va être le produit, il est là, il va falloir le faire vivre, il va falloir faire évoluer. Ouais, ça va être difficile de le vendre. Ouais. Mais ça n'enlève pas que c'est une très bonne caméra, sauf que pour 900 € de moins, on a même à aujourd'hui des choses en plus, quoi. Donc moi, je suis sûr qu'il y aura peut-être un truc. Et c'est Canon qui fait l'actu. Mais on nous parle de Sony toute la journée. Ouais, incroyable. En commentaire. Et le fait est que j'avais pas prévu d'en parler. Vraiment pas, mais vraiment pas dans ce truc-là. Mais c'est impossible de pas en parler, en fait. Les gens m'en parlent beaucoup trop. Et le fait est que c'est alimenté par des rumeurs. Le fait est que, voilà, il y a une nouvelle image publiée de la 7.5 sur Sony Alpha Rumors. Légite ou pas, j'en sais rien. Moi, j'avais parti, la dernière fois, je vous en ai parlé en disant que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fake sur ces sites-là. À chaque fois, les rumeurs s'avèrent vraies, donc j'en sais rien. Mais le fait est que l'historique plaide pour lui. Et donc, nouvelle image. Et lui, maintenant, donne une date. Il dit que ça pourrait arriver early December, donc début décembre. Et lui, il annonce même une sortie juste avant Noël. Et la majorité des boîtiers seraient livrés en janvier, d'après ce qu'il dit. En janvier ? Ah, okay. C'est ce qu'il dit. Okay. While Moss Photographer, c'est exactement ce qui est écrit. Et voilà, c'est vrai que tout le monde se demande un peu comment va réagir Sony. C'est vrai que quand on compare aujourd'hui ce que fait un R6 Mark III, un Z6 III VS à la 7.4, la 7.4, sur la fiche de spec, il n'est pas du tout dans le coup. Donc, tout le monde est là. Est-ce qu'ils vont arriver à réagir et ils vont mettre tout le monde d'accord et ça va être le Sony qu'on adorait en 2020-2021 ? Ou est-ce que ça va être comme la FX2 ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je pense qu'ils vont revenir au niveau. Je pense qu'ils vont revenir au niveau. Je le répète, bien entendu, j'ai zéro info. On ne sait rien. Enfin, on est au même niveau d'info là sur ce qu'on peut suivre sur Sony Alpha Rumors. Alors, après, il y a plusieurs lectures. On peut se dire, au final, est-ce que la FX2, c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir sur la 7.5 ? Si c'est ça, c'est quand même un peu déceptif et ça sera pas forcément au niveau de ce qu'a sorti Canon. Ou est-ce qu'au final, la FX2 n'était pas là peut-être pour faire patienter en attendant de sortir la vraie nouveauté, un nouveau capteur, tout un tas de nouvelles specs dans un A7 V qui est quand même, on va dire, le produit, comme ils appellent, le produit runner. C'est ce qui fait vivre, c'est ce qui en termes de volume fait le best-seller, on va dire, de la marque. Moi, je pense qu'ils vont être au niveau. Je l'espère sincèrement. Parce que c'est une très belle marque. Ils ont un parc aujourd'hui optique qui est incroyable. Ils ont des gens qui sont fidèles et je trouverais dommage que
qui soit pas au niveau et que du coup il y ait des switches qui se fassent, parce qu'il y a quand même plein d'arguments chez Sony, aussi bien en photo qu'en vidéo. Et moi je suis sûr qu'on va avoir même pas dire une belle surprise, mais voilà, Sony va revenir sur le devant de la scène avec un boîtier qui sera au niveau. Ouais. Ok, bah écoute, je le souhaite. L'espère sincèrement en tout cas. Ouais, moi je le souhaite, je l'espère. Bon bah écoute, nous on tourne le prochain podcast le 5 décembre, donc on verra bien si on a des infos au prochain podcast. Est-ce qu'on tournera autour de ça ou est-ce qu'on n'aura pas d'infos? On verra bien. Il y a eu le salon de la photo, on s'est régalé, progression de 1% en termes de visite. Et Phototrend, qui à chaque fois je le dis, toute la rédaction est là-bas pendant les 4 jours du salon. Donc Damien Rouet et toute l'équipe, donc Jean-Nicolas et Louis. Et tous les ans, j'aime bien reprendre les interviews. C'est un exercice que moi, je ne sais pas faire. Je trouve qu'à chaque fois, il arrive à poser des questions auxquelles ils peuvent répondre et qui sont intéressantes. Et moi, quand je me demande quelles questions je peux leur poser, je ne sais pas. J'y arrive pas. Donc à chaque fois, je suis admiratif de ce qu'ils arrivent à faire. Donc on va faire, je les ai lus entre les lignes pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Est-ce qu'on peut arriver à comprendre des petits trucs en lisant entre les lignes. On commence par Sony. Donc le titre, donc c'est Fabrice qui est le chef de produit avec qui on travaille évidemment. Le titre choisi par Phototrend, c'est le RX1R est un concept. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu dis ça, c'est que le produit c'est pas très bien vendu. Ouais, c'est que le produit c'est pas très bien vendu. Et puis concept, tu sais, ça fait penser. Enfin, moi, je pense direct concept car en fait. Tu sors un truc qui est là pour faire waouh, mais tu sais que tu vas pas forcément en vendre. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Je pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire, Fabrice. On l'interprète, à mon avis, peut-être pas bien. Ce qui veut dire, c'est que c'est effectivement un produit un peu de niche et qui a un concept, parce qu'il a quand même un concept qui est le photographe de rue qui veut un plein format ultra léger, qui est effectivement, t'as pas aujourd'hui un plein format avec un 35 aussi léger que ce que tu as avec le RX1R Mark III. Par contre, forcément, c'est tellement niché qu'il ne faut pas s'attendre, je pense, à des volumes faramineux sur ce produit-là, quoi. Et quand on lui demande à Fabrice, c'est lesquels boîtiers qui sont les boîtiers stars un peu chez Sony, il répond que c'est le Sony A7 IV et le Sony A7 III et qu'il continue de se vendre extrêmement bien. Je sais que c'est la vérité puisque tu me le dis souvent. Bien sûr. Par l'A7 IV, oui, mais même, tu vois, les gens s'en rendent peut-être pas compte. Et même nous, parfois, on est surpris. L'A7 III, c'est un produit qui, en volume sur le marché global, fait partie des top ventes encore aujourd'hui. Donc, c'est là où on se rend compte justement qu'on a, nous, passionnés, on est toujours à la recherche du dernier produit. Tu vois, là, aujourd'hui, on parlait juste avant que peut-être l'A7 IV, on voulait même plus en entendre parler parce qu'on savait qu'il y avait un 5 qui allait sortir. Mais à côté de ça, il y a toujours des gens qui achètent un A7 III parce qu'ils sont moins dans le côté geek technique, la dernière feature, enfin la dernière caractéristique, machin, etc. Et qui veulent s'acheter un appareil photo dans un budget raisonnable, en plein format. Et un A7 III, ça marche, ça fait des belles photos en fait. On peut pas dire le contraire. C'est plus amateur, plus grand public, mais ça marche toujours. C'est des produits qui donnent accès à une monture qui, contrairement à ce que dit Nikon tout à l'heure, est la plus riche et la plus celle où on peut acheter un 24-70 pour pas grand chose. Il y a un marché de l'occasion en plus qui est en train de se développer, qui devient de plus, on en parlera tout à l'heure, qui devient de plus en plus important. Et c'est vrai que là, en plus, chez Sony, on trouve vraiment accès à plein d'optiques d'occasion qui sont à des prix mais incroyables. Il n'y a pas ça aujourd'hui chez Canon ou il n'y a pas ça chez Nikon. C'est vrai. Donc, je pense que c'est quand même l'atout numéro 1 aujourd'hui de Sony. Et je pense que les gens acceptent des boîtiers qui peut-être brillent parfois un peu moins, mais qui donnent accès à cette monture-là, qui reste quelque chose qui fait référence, quoi. En Asie, il dit que le produit le plus vendu, c'est l'A7C2. Et que là-bas, culturellement, ils aiment bien le viseur déporté. Et ils aiment bien la compacité. J'adore analyser les tendances en Asie, moi. Je trouve qu'il y a toujours des trucs... ça montre qu'on a vraiment des comportements et des manières de consommer et de ce qu'on cherche dans un produit qui sont totalement différents. En termes de part de marché, il dit pas qu'il est leader. Par contre, il dit qu'il a une part de marché qui est aux alentours de 35-36% et qu'il travaille pour être leader. Donc, j'interprète comme ça. Encore une fois, c'est une interprétation de propos. Donc, après, on le redit, mais c'est toujours pareil, en fait, dans ces interviews. C'est normal aussi, chacun essaye de tirer un peu la couverture sur soi.
Mais moi, ça me fait toujours rire parce que tu as l'impression, et c'est ce que je leur dis d'ailleurs tous quand on se voit, on a l'impression qu'ils sont tous leaders parce que chacun va te dire on est leader. Ok, on est leader sur quoi? En volume, on est leader en valeur, on est leader sur quel segment? Canon le dit quand même un peu de talent. Ouais, Canon, oui, ils sont leaders. Ils ont leaders sur deux. Un peu partout, un peu partout. En volume, en valeur, là, en ce moment, oui, clairement. Et bon, il dit que la PSC marche bien. Et ça aussi, je vous ai consulté il n'y a pas très longtemps pour travailler sur les guides d'achat. Et je vous ai demandé un peu qu'est-ce qui se vend bien. Et tu me disais, Dylan me disait, le Sony A6400 et A6400, oui, pardon. Ouais. A6400, ils se vendent très très bien. Encore une fois, c'est entre guillemets une ancienne génération parmi au goût du jour. Mais ça se vend bien. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle les primo-accédants. C'est-à-dire que les personnes qui, c'est leur premier achat d'un vrai appareil photo. Ils ont un budget, généralement 1 000 €. Bon, un A6400, aujourd'hui, avec un objectif 18-135, ça vaut à peu près ce prix-là, quoi. Et quand on lui demande un peu c'est quoi l'impact du contexte économique, il dit qu'effectivement, il a constaté un ralentissement sur certains projets institutionnels. Et qu'il y avait, dans cette situation-là, il y a un effet d'attente avec des gens qui repoussent leur décision d'achat. Donc on comprend que probablement, il y a quand même un effet. Et on verra que les autres disent pas ça. Tous les autres ont l'air très très contents du marché. Donc je pense qu'effectivement Sony aujourd'hui, en l'absence de locomotive avec des grosses innovations et des produits qui tirent le marché, souffre un peu. Je pense qu'on va pas se mentir, forcément ça souffre un peu. Et c'est pour ça que la 7.5 est important. Donc ensuite c'est bon, voilà. Comment gérer la frustration des clients? Il explique que les produits sont faits pour être pérennes et qu'ils essayent d'avoir des innovations à chaque génération et que parfois ça prend du temps. Et justement, donc si on passe chez Canon avec Marie Tranchimant, qui est directrice du marketing chez Canon France, et c'est vrai que chez Canon, si tu prends sur un an, on est en train de dire là que chez Sony, il n'y a pas eu de nouveauté. Il y a eu l'A1 Mark II, mais c'est quelque chose de très très niche, quoi. C'est pas ce qui fait du volume. Chez Canon, c'est vrai que incroyable. R5 Mark II, R1, le R50V, un PowerShot V1, maintenant une C50, un R6 Mark III et énormément d'optiques. Ils ont quand même... le rythme auquel ils arrivent à se développer est assez impressionnant. Et clairement, les résultats sont bons. Parce que quand on lui pose la même question qu'à Sony, déjà, elle dit que le marché de la photo est en croissance. Donc, elle a dit qu'il y a 7% de volume en plus et il y a 5% de valeur en plus. Donc, elle dit que on est sur un marché de la photo qui va très bien et sur lequel elle dit que Canon reste leader sur ce marché sur les 12 derniers mois avec une part de marché en valeur de 28%, tous segments confondus, y compris le compact. Donc, c'est le leader, effectivement. Et donc, eux, ils s'affirment vraiment en tant que leader. Et donc, ils estiment que Canon représente 40% des ventes en volume et 32% des ventes en valeur. Et que dans la catégorie des hybrides, ils sont en croissance de 8% en volume et 3% en valeur. Donc, en gros, si on devait résumer, tous les voyants sont ouverts. Sont ouverts, ouais. Sont vraiment ouverts, quelle que soit la manière de le prendre. Quel que soit le segment, tu regardes bien, ça a l'air d'être ouvert. Ils sont présents partout. Sur tous les segments de produits, ils sont là, en fait. Leur plus gros runner, comme tu disais tout à l'heure, c'est le R6 Mark II. C'est pour ça que le Mark III est forcément important parce que c'est leur numéro 1 des ventes en valeur depuis sur les 12 derniers mois. Donc, très important. Ils disent aussi qu'au moment de faire le bilan des ventes du R5 II, ils ont été vraiment... ça a très très bien marché, quoi. Que le R5 II s'est très bien vendu et que les chiffres GFK sont très bons. On sent un peu moins... les termes sont un peu moins élogieux pour le R1 où tu sens que probablement c'est pas un triomphe comme l'a vécu le R5 Mark II, mais il a trouvé sa clientèle. Mais ça n'est jamais sur les boîtiers flagship, on va dire, sur les plus chers. C'est jamais un triomphe, je pense. Puis c'est des trucs qui Mark II chez Sony par exemple a vraiment cartonné. J'allais dire que c'était l'exception qui confirmait la règle. Ouais, mais je pense que c'est parce que là eux ils ont le R5 Mark II à 4 500 € quand tu vois tout ce qu'ils proposent. Les gens n'ont pas envie d'aller sur un R1. Ou très peu de gens en fait, ou des agences ou des choses de ce type-là, tu vois. Alors que chez Sony c'est le A1 Mark II ou rien en fait. Ouais. Et évidemment, elle est interrogée sur l'ouverture de la monture. Et elle n'a pas grand-chose à dire forcément. Elle dit qu'elle ne peut pas commenter les ouvertures à venir. Et qu'ils ont déjà une gamme très complète qui couvre tous les usages et tous les budgets. Et enfin, dernière question. Elle est interrogée sur le fait que Canon est une marque onéreuse pour beaucoup de photographes. Et elle répond que c'est généralement pas une critique qu'elle reçoit.
et que les prix de vente moyens sont pas plus élevés que ceux des concurrents. Et c'est une réponse hyper habile de la part de Marie, parce qu'elle a tout à fait raison. Quand on regarde le boîtier Canon, coûte pas plus cher que le boîtier Sony. Non, mais sauf que il y a aucune marque pour moi qui est plus chère qu'une autre aujourd'hui. Enfin, si on oui met les et non, à parce part, que ou Hasselblad, mais indirectement, quand tu es chez Sony, tu as un Sigma ou tu as un Tamron. Et tu as un marché de l'occasion. Oui, mais donc tu compares pas des choses comparables non plus, quoi. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'était ça que voulait dire la question. C'est pas une marque onéreuse, Canon. C'est juste que la fermeture de la monture donne moins de solutions quand même. Si tu veux un 50 mm 1.4, tu vas le payer plus cher que si tu veux un Sigma 51.4. Allez, même exercice chez Nikon. Et beaucoup de gens se posaient la question de est-ce que la bague Megadap qui permet de mettre des objectifs Sony sur un boîtier Nikon, est-ce que ça les arrange ou est-ce que ça les embête ? Et je pense qu'avec cette interview-là, on comprend très bien que ça les arrange. Et il en joue vraiment. C'est-à-dire que tu vois, le système Z est sans doute celui qui offre le plus grand nombre d'optiques potentielles utilisables. Parce qu'il estime qu'il prend tout le parc Sony, plus le parc Nikon, qu'il additionne les deux, et que c'est supérieur au parc Sony. Et donc, il n'y a pas de modèle phare, il dit, chez Nikon. Il dit que le Z52, le Z5 II, le Z6 III et le Z8 sont assez proches en volume et en valeur. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont une diversité visiblement de boîtiers qui fonctionnent bien, qui a l'air mais en tout cas mieux réparti que chez les autres où on semble avoir un numéro 1. Bon, après, voilà, il rappelle tous les avantages de la monture Nikon. J'avais juste envie d'insister sur un point, c'est que Nikon a développé son Nikon Imaging Cloud, qui est quand même quelque chose de pas mal. Vraiment bien fait, avec du stockage en ligne, des recettes d'images, j'ai marqué, mais en gros, c'est des profils de couleurs qu'on peut aller récupérer via l'application, exactement comme Panasonic avec son Lumix Lab. Des presets, quoi. Ouais, c'est des presets. Et c'est pas mal quand même. Et t'as la mise à jour automatique des firmware. C'est le seul où tu allumes le boîtier et le boîtier peut se mettre à jour en allant chercher la mise à jour firmware en Wi-Fi. Moi, je trouve que c'est toujours chiant, la mise à jour de firmware. Ça, c'est simple d'aller sur le site du constructeur, de télécharger un zip, de copier sur la carte de mémoire. C'est chiant. Et je trouve que c'est les seuls à le faire et il faut le dire. Et il répète, la monture Z reste très ouverte avec une large gamme d'optiques, qu'elle soit Nikon, compatible via adapteur ou issue de marques tierces. C'est une vraie richesse. Donc voilà, pour Nikon, ils sont à moitié ouverts. On ne peut pas dire que c'est pas l'ouverture qu'a Sony. Ils sont ouverts surtout à Tamron et disons qu'ils se battent pas tellement contre les autres comme Viltrox et contre Laowa qui le font, mais je pense sans avoir la licence officielle. C'est à moitié ouvert. Et évidemment, il revient sur la Nikon ZR qui vient d'avoir le prix au Satis. Donc le salon de la vidéo, le Satis. Donc Nikon ZR, c'est normal, c'est le produit le plus en vue cette année en vidéo. Il mérite. Il a des specs de fou. Et il commande justement le fait que le RAW en vidéo est quand même quelque chose qui est en train de faire de plus en plus parler. Et il estime qu'il y a une courbe d'adoption qui est en cours de passage de peut-être que dans 5 ans, quasiment tout le monde filmera en RAW en vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est clairement ce qui vante. Et Nikon est forcément pionnier aujourd'hui sur le fait de filmer en RAW en vidéo. Ils ont eu une belle année aussi. Ils viennent de lancer la nouvelle génération de leurs optiques avec le 24-70. Là aussi, on a vu qu'ils ont changé beaucoup de choses avec ce 24-70. Je n'ai pas eu encore le temps de vous le tester, mais ça va arriver. Clairement, il y a ça envoie du lourd sur le fait que eux aussi vont avoir la deuxième génération de toutes les optiques maintenant qui va commencer à se décliner et ça va leur permettre d'aller plus loin. D'autant qu'en 2026, on attend la nouvelle plateforme avec un Z9 II qui va avoir de nouveaux composants. Donc, ils ont il y a clairement je trouve un planning. Moi, je m'imagine le planning Nikon avec un 70-200 qui, j'imagine, va bientôt arriver. Je pense qu'il y a des belles années devant eux qui arrivent. Je suis assez confiant dans ce qu'ils font. Et Lumix, qui n'était pas au salon de la photo, a créé un événement qui s'appelle le Lumix Live Paris. L'idée, en fait, c'est nous, souvent, quand on va dans un voyage presse, il y a toujours un setup qui est organisé par la marque avec des sportifs. Là, par exemple, pour le Canon R6 Mark III, Canon a fait un truc dans un hippodrome, dans un haras, où, avec des chevaux, il y avait du parcours d'obstacles, il y avait de la course, et tous ceux qui étaient là-bas ont pu mettre à l'épreuve le boîtier sur ce sujet-là. Ça, généralement, c'est réservé aux journalistes, c'est réservé aux créateurs. Et là, pour la première fois, Lumix fait ça
en disant, c'est pas un événement qui est réservé uniquement à ceux qui sont déjà chez Lumix. C'est un événement qui est là pour dire, venez prendre en main nos boîtiers, on vous les met dans les mains, et venez tester le boîtier sur des sujets qu'on vous a préparés. Donc vous allez avoir des sportifs, je sais pas quel sujet ils ont préparé, mais clairement il va y avoir pour faire du portrait, il va y avoir pour faire de l'action. Et l'idée c'est de pouvoir venir, de dire, vous venez, ça dure de 15h à 20h le 22 novembre dans Paris. Et ils ont réuni des créateurs qui seront là pour parler, pour échanger avec vous. Malheureusement, je ne peux pas y être parce que je suis censé être sur Montier et j'espère que je vais pouvoir y être parce que j'ai tellement de travail qu'on verra. Mais cet événement-là, c'est vraiment cool parce que c'est une invitation au public, d'habitude pour un événement qui est réservé à des journalistes ou à des créateurs. Donc, très très cool. Et ça coûte 10 € parce que oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait entièrement gratuit, mais j'imagine que ça a un coût d'organiser cet événement-là qui fait que à la fois ils ont besoin de savoir combien de personnes va venir et à la fois ils ont besoin, j'imagine, de le rentabiliser. Parce que parfois mettre des prix à 10 €, c'est quand même pas grand, enfin, on n'a pas grand chose au vu de l'événement. C'est aussi pour éviter d'avoir peut-être beaucoup d'annulations. Quelqu'un qui réserve quand c'est gratuit, il le réserve peut-être et puis il se dit je verrai si j'y vais. Si tu as réservé et que tu as payé 10 €, il y a plus de il y a moins d'annulations en fait et de gens qui désertent entre guillemets. Je sais que parfois c'est aussi pour ça, pas tant pour le rentabiliser. Sachant que si vous venez avec votre propre boîtier Lumix, il y aura un service de nettoyage de capteurs qui entre guillemets rembourse l'achat. Vous y retrouverez. Et sur place, voilà, il y aura plein de goodies, de cadeaux. Il y a de quoi manger. Enfin, ils ont l'air d'avoir fait un truc qui est vraiment quali. Donc, écoutez, il y a donc en créateur, je l'ai pas dit, il y a Alex Jackson, il y a Derrière la caméra, il y a Monsieur Caméra, il y a Hugo Hébé et il y a Nadia du blog Lumix. Donc voilà, très très cool. Et encore une fois, je trouve que Lumix arrive à créer des événements où ça donne envie. Voilà, allez-y nombreux. Et on fait une pause un peu là entre les interviews. Je voulais vous parler vous montrer en tout cas la publicité faite par Coca-Cola. Vous savez qu'ils ont une tradition chez Coca de faire une pub de Noël qui fait toujours très très envie et qui est toujours très léchée et compagnie. Alors évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, mais l'année dernière, ils ont changé leur tradition de la pub de Noël avec quelque part le challenge de créer cette pub uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont recommencé cette année et elle est magnifique. En fait, on ne peut pas dire autre chose. Elle est juste magnifique, cette publicité. On voit des camions là, qui se baladent, siglés Coca-Cola, au milieu de la neige, avec des personnages, des bonhommes de neige, des sapins qui s'illuminent. Et on voit comme s'ils véhiculaient les cadeaux. On voit les gens qui les voient du ciel. On voit les animaux. Enfin, elle est magnifique. Et cette pub a été faite 100% à l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant... C'est de la comparer avec celle de l'année dernière. Eh ben oui. Le sigle Coca-Cola, là, quand ils arrivent, tout le monde qui est là, c'est les cadeaux, en fait, le Coca. Ouais. Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que Coca, c'était bien ou qu'il fallait boire du Coca. Je dis rien de tout ça, moi. Mais n'empêche que la pub, elle est là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence avec l'année dernière. Donc, l'année dernière aussi, ils avaient tout fait à l'intelligence artificielle. La qualité d'image était largement moins bonne. La consistance entre les personnages et la bouteille était largement moins bon. L'évolution entre les deux pubs, elle est assez folle. Donc, on voit même la variété des plans, elle est beaucoup plus longue. Celle de elle fait 1 minute. L'année dernière, elle faisait quelques secondes. Ouais. Et entre deux plans, ils arrivaient pas à... On sentait que c'était pas les mêmes personnages. C'était plus compliqué l'année dernière. Là, cette année, c'est une folie. Et Coca, alors, ça va pas dans le bon sens, je vous le dis tout de suite. Coca dit que l'équipe dont ils ont eu besoin pour faire la pub, je crois qu'elle s'est divisée par 5 par rapport à l'année dernière. Et déjà l'année dernière, ils avaient divisé par 20 par rapport à ce qu'ils ont besoin d'habitude. Donc, c'est sûr que pour les vidéastes, tout ça, c'est inquiétant. On peut pas dire autre chose. Allez, on repasse à notre salon de la photo avec Fujifilm. Et c'est drôle parce que moi, j'ai 3 constructeurs récemment qui m'ont parlé de devenir numéro 3 ou d'être numéro 3. Lumix me l'a dit. Fujifilm me l'a dit. Et Nikon, évidemment, l'a dit. Donc, je sais pas numéro 3 se bataille. Ouais, elle m'a l'air plus disputée que la place de numéro 1, numéro 2. Ouais. Mais là, vraiment, en numéro 3, on sent qu'il y a une bataille. Chacun avec ses arguments. Donc là, on est chez Fuji avec Franck Bernard, qui est le directeur de Fujifilm France. Et eux aussi, ils ont eu quand même une grosse année chez Fuji. Beaucoup de choses à présenter.
12% de part de marché chez Fuji et tout va bien. La locomotive, en termes d'image, c'est le X106, donc qui s'est très 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 bien vendu vraiment. Et eux, ils estiment qu'ils ont une progression sur tous les segments. Et moi, je l'ai vu, j'ai fait une masterclass sur le Fujifilm X5. L'attrait qu'il y a autour de ce boîtier-là, il est fou. Je veux dire, le volume de X5 qui est sorti, il est très impressionnant. Et lui non plus, il dit que le contexte économique n'a pas du tout d'impact. Lui, il dit pas du tout sur la partie photo. Et c'est même une très bonne année pour tout ce qui est division de tout ce qui est imagerie. Donc, on sent bien. Par contre, ce qu'on sent bien, et c'est rigolo toujours de lire entre les lignes, c'est que le GFX 100 RF n'a pas été un triomphe. Il dit voilà que au début, le démarrage s'est allé, mais qu'ensuite, les ventes se sont stabilisées et que la course reste saine, mais qu'il évolue dans un environnement concurrentiel. On comprend que c'est pas non plus le X106, et c'est la même chose du X-Alpha. Le X-Alpha, il dit c'est un pari, un nouveau concept. Tu vois, c'est le même mot d'ailleurs qu'a employé Fabrice pour le RX1R. Et il dit ce n'est pas un produit de masse, c'est une niche. Là où, moi je pense que leur volonté quand ils ont sorti le X-Alpha, c'est d'en faire un produit de masse. Non, tu penses pas ? Je pense aussi, effectivement. C'était un pari, c'était un pari, il le dit. Et comme tout pari, ça peut être un carton plein qui dépasse tous tes objectifs, ou au contraire, voilà, ça peut ne pas prendre. Et effectivement, je pense que malgré le fait qu'il se vend quand même pas mal, je pense que ça dépend aussi du pays. Je pense qu'en Asie, c'est un truc qui doit mieux marcher qu'en Europe. Mais oui, c'est pas un énorme succès, je pense, en termes de volume. Et c'est marrant, il lui pose la question de est-ce qu'il a prévu de se développer dans la vidéo ? Et il dit le segment des hybrides entre 1500 et 2500 euros est saturé. Et il dit donc l'enjeu, c'est soit d'aller vers des produits plus accessibles, comme le XM5, soit de tirer vers le haut sur des outils comme l'Eterna. Alors là, il a vraiment tiré vers le haut, je crois que c'est 16 000 euros l'Eterna. Donc, c'est ce qui. Enfin, alors, je ne sais pas s'il a réalisé en disant ça, mais toute la gamme des Fujifilm, quand tu mets le XT5, le XT50, elle est quand même entre 1005 et 2005. Et je trouve rigolo qu'ils disent que voilà, dans ce segment-là, ils trouvent que Fujifilm, c'est compliqué parce que toute la gamme Fuji est quand même là-dedans. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans cette gamme-là. Et justement, tiens, Douglas, il parle du marché de l'occasion qui est en train de prendre l'ampleur. Et donc, il dit qu'il n'a pas de chiffre précis, mais c'est une réalité à prendre en compte. Et je sais que toi, tu m'en parles souvent. Vous avez vraiment mis le paquet sur tout ce qui est occasion avec Baki PLN. Et donc, vous reprenez les boîtiers et ensuite, forcément, vous les revendez. Bien sûr. Et enfin, vous avez investi là-dedans. Moi, ça fait des années que tu me parles de ça. Ouais, en fait, nous, c'est l'occasion. Ça fait déjà un moment qu'on en fait en local, une dizaine d'années qu'on a compris très vite en fait le double intérêt. C'est qu'en fait, ça sert effectivement aux gens qui veulent acheter des nouveaux produits et qui vont le financer par la revente de leur ancien. Et après, en fait, le rachat de ces produits-là bénéficie à plein de gens qui peuvent s'équiper à moindre frais sur des produits qui sont révisés, qui sont garantis, etc. Donc, c'est vraiment intéressant dans les deux cas. Et donc, Baki PLN, c'est un truc, c'est ce qu'on fait en magasin, en fait. Et ce que, d'ailleurs, plein d'autres magasins font en physique. Mais nous, on a voulu le faire à l'échelle nationale avec une plateforme tout automatisée. D'ailleurs, je t'ai montré récemment toute la partie back-office de ce qu'on avait fait sur le traitement des occasions et comment nous, c'était géré en interne. Et ça permet de reprendre plein de produits de manière assez juste en termes de prix. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et de les revendre derrière en occasion avec une garantie surtout et révisée par nos équipes. Donc ouais, des produits d'occasion, on commence à en avoir quand même pas mal. T'as toute la gamme là. Ouais, il commence à y en avoir quand même pas mal. Et vraiment, il y a des bons coups à faire, entre guillemets. Il y a des très, très bons coups à faire. Parfois, on peut trouver le 51.2 RF. D'ailleurs, je crois qu'on en a là. GF 500 mm Fuji. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller chiner, d'aller regarder régulièrement un petit peu ce qui sort. Et puis, ça permet, là, comme sur le R6 Mark III, de revendre son ancien pour acheter le nouveau sans tous les tracas de la revente entre particuliers. Donc ouais, franchement, nous, l'occasion, c'est un moment qu'on met le paquet dessus. Et c'est un segment qu'on travaille énormément parce qu'il a plein d'intérêt pour les consommateurs. Ouais, c'est vrai que pour les constructeurs, c'est une concurrence ouais. d'une deuxième vente, en fait. Eux, ils le vendent qu'une fois. Toi, tu peux le vendre plusieurs fois. Exactement. Tu peux retravailler le produit. Le produit d'occasion que tu as vendu du coup une deuxième fois, c'est un produit neuf qui n'aurait pas vendu.
Oui, bah oui, clairement, à un moment donné. Ouais. Mais écoute, c'est le fait est que l'hybride est arrivé à maturité et qu'aujourd'hui, il y a ce marché-là. Et je pense que vous avez eu raison d'investir là-dedans. OM System, alors, il lui demande un peu quelle est la santé d'OM System. Donc, il dit pas que ça va bien. Il dit que c'est dans les clous et que c'est en adéquation avec les perspectives d'évolution. Donc, il dit pas que ça va bien quand même, c'est ce que je retiens. Et les derniers chiffres qu'on a vus d'OM System, on en parlait dans le podcast, n'étaient pas bons. Avec des pertes et des pertes et des pertes qui vraiment s'arrêtent pas, quoi. Par contre, là où il a raison, c'est que cette année, ils ont eu quand même des nouveautés, avec 3 sorties dans la même année, et que ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé, notamment avec une optique 50-200, qui est un vrai nouveau développement. C'est une belle optique, même si elle est un peu chère. Ils en parlent un peu après. De manière générale, il dit que OM System a connu un très bon début d'année et que le marché fonctionne beaucoup grâce aux nouveautés et au renouvellement. C'est là où on voit que chez Sony, comme il n'y a pas de nouveautés, forcément c'est un peu plus dur. Et pour revenir sur le 50-200 OM System, donc accueil excellent, il dit qu'il n'a eu aucune critique sur son prix. Je veux bien le croire, mais je ne suis pas certain. À 7500 €, moi j'ai vu quand même beaucoup de commentaires sur le prix du 50-200 mm. Donc c'est une belle optique, magnifique. Mais 7500 €, c'est quand même un certain budget pour un client micro 4 tiers. Carrément. Allez, Tamron. Alors Tamron, ils ont la spécificité, j'ai envie de dire, d'avoir presque l'exclusivité de la monture Z. Hein. Ils ont un deal avec Nikon d'une manière ou d'une autre et ils sortent des optiques qui n'existaient pas en monture Z. Là, ils viennent de sortir le 70-180. Ça leur donne quand même un sacré marché qui est très très intéressant. Hein. Cette mini-exclusivité, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais à mon avis, ils ont un deal. Hein. Peut-être que pendant 5 ans, ils ont accès à cette monture-là, c'est sûr. Et donc là, ils sortent une nouveauté avec le 25-200 f2.8 5.6 que je suis en train de vous tester. Il y a une vidéo qui va arriver, je ne sais pas quand, parce que le calendrier est compliqué, mais a priori début décembre, je pense. Mais voilà, le test est en cours sur cette optique-là. On l'a depuis quelques temps déjà. Donc, hâte de vous partager ça. Eux, c'est la monture Sony qui est quand même leur locomotive, mais je pense que la monture Z est en très forte croissance. Et c'est normal, parce qu'ils sortent beaucoup d'optiques qui sont très demandées. Donc, ils ont eu une année 2025 avec pas tant de nouveautés que ça. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine va être une année importante pour Tamron avec beaucoup de nouveautés. Donc, très très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Cette année, c'était Sigma qui a eu une année absolument incroyable. Vraiment incroyable. Ils ont réussi quand même dans une année à sortir 8 optiques et un boîtier. C'est incroyable. 8 optiques et pas des petites optiques. Toutes les optiques quasiment, c'était des optiques qui étaient impressionnantes, voire jamais vues. Donc vraiment, ils ont une position Sigma aujourd'hui, un savoir-faire. Les Chinois parlaient du maître des optiques il y a quelques temps et c'est un peu ça quand même. Très impressionnant ce qu'ils font. Donc bon, il dit que c'est un hasard du calendrier, que parfois il arrive que les projets aboutissent quasiment tous en même temps et que quand c'est l'heure de le sortir, on les sort. Donc écoute, tant mieux pour eux. Le 300-600, il est introuvable sur le marché. Je ne sais pas si vous en avez, Douglas, mais non, depuis qu'il est sorti, il est introuvable. Ouais, très compliqué. Je pense. Après, je pense que c'est pas une optique qui a. Enfin, il n'y a pas forcément peut-être une énorme capacité de production non plus. Il dit autre chose qu'on avait remarqué, c'est que Sigma a fait le choix et c'est vraiment une décision stratégique qui a été prise par le fondateur de Sigma de maintenant concevoir des optiques dont la compacité est vraiment un des éléments prioritaires. Et pour arriver à faire ça, ils vont se baser sur les algorithmes de correction internes au boîtier qui sont considérablement améliorés par rapport à la période des réflexes et que maintenant, ça leur permet, comme pour ce 35-1.2, de faire des optiques qui sont compactes et légères et pour autant avec une très bonne qualité d'image, même si optiquement, c'est pas parfait du premier coup et que ça repose sur des algorithmes qui viennent corriger. Ça, c'était vraiment, il dit, une décision stratégique qui a changé entre le passage au réflexe au passage aux hybrides. Et ensuite, il y a un passage qui m'a amusé, puisqu'on lui dit plus généralement comment se porte le marché des optiques tierces en ce moment, notamment avec l'arrivée des constructeurs chinois qui sont de plus en plus sérieux. Et il répond, chez Sigma, on ne se considère plus comme un fabricant d'optiques tierces depuis des années, puisqu'on est aussi un fabricant de boîtiers. Aujourd'hui, avec l'Alliance L, il y a 3 membres qui sont d'ailleurs dans ce cas de figure, et ils se placent au même niveau qu'un Leica, qu'un Panasonic et qu'un Sigma. Donc une entreprise qui fait à la fois des boîtiers et à la fois des optiques. Et il dit,
il attaque. De nouveaux membres, en revanche, donc là, clairement, il parle de Viltrox, sont de véritables fabricants d'optiques tierces. Donc, il parle de nouveaux membres, donc je pense pas à Tamron. Nous suivons de très près ces nouvelles marques, principalement chinoises, qui proposent des produits performants à des prix très raisonnables. Bien sûr, la structure de ces entreprises n'est pas comparable à celle de Sigma, ni de Canon, Nikon, Sony, Fujifilm ou encore Ricoh Pentax. Par exemple, de capacité de production, je pense aussi, il parle de ça. Ouais, et puis regarde, il le dit. Par exemple, Sigma fête ses 32 ans, Sigma France. Ouais, bien sûr. Et ils ont des partenariats commerciaux, historiques, ils sont présents sur les salons, il y a des équipes en France. Il y a une gestion du SAV qui est ici. Et moi, je le dis, je trouve qu'ils sont plus sérieux sur ce qu'ils proposent. Viltrox, parfois, ou Laowa vont trop loin pour moi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la version EF, c'est un truc que Sigma n'aurait pas fait. Ils sont toujours un peu border, on va dire. Sigma, effectivement, je pense qu'on peut les mettre, enfin, je pense, ils sont un peu à part. On comparait. Moi, en fait, je trouve subtil ce qu'il dit parce que pour nous, on mettait toujours Sigma Tamron, je vais pas dire au même niveau, mais on les comparait souvent, en fait. Et en fait, lui, il essaye de se détacher un petit peu de cette comparaison avec Tamron en mettant en face qu'il n'y a pas que Tamron et en utilisant subtilement le fait qu'effectivement, ils font des boîtiers, ce que Tamron ne fait pas. C'est comme ça qu'il essaye de créer le différentiel en fait, de jugement la hiérarchie, dans la hiérarchie entre les deux marques. Ouais. Évidemment, il lui a demandé pourquoi il ne fait pas plus d'optique en Nikon. Et il dit bien que les demandes sont récurrentes et qu'à son niveau, il n'a pas la réponse à cette question. Mais bon, il y a un deal d'exclusivité, j'en suis certain. Voilà qui conclut ces interviews. C'est toujours un peu long à décrypter tout ça, mais je trouve que c'est intéressant pour mieux percevoir le monde de la photo et de la vidéo. Il y a eu quand même, puisqu'on parle du monde de la photo et de la vidéo, les logiciels, c'est quand même quelque chose de très important. Et Lightroom est le logiciel, je crois qu'il représente presque 90% de part de marché. Donc quasiment tout ce qui sort de tous ces constructeurs-là va passer sur Lightroom. Et Lightroom donc, a eu une nouvelle version majeure qu'ils viennent de lancer, dans laquelle ils continuent d'implémenter l'IA à l'intérieur de Lightroom. Et cette année, c'est le tri assisté qui est venu. C'est-à-dire que Lightroom va vous aider à trier vos photos en donnant un score à vos photos et en essayant de détecter si la mise au point est bonne, s'il y a la présence d'un sujet humain et si les yeux sont ouverts. Donc, ça va permettre de gagner du temps au moment de trier les rafales. Je pense que c'est un enjeu. On a des appareils qui maintenant ont des rafales monstrueuses. On revient avec des milliers de photos, c'est un enfer de trier ça. Je pense que l'enjeu maintenant, c'est pour les logiciels de nous dire tout de suite, c'est ça la meilleure photo. Et que ça soit pas un processus humain de comparer 1000 photos qui sont quasiment toutes les mêmes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, pour lequel des startups chinoises comme Evoto ou Aftershoot ont essayé de se développer dans ce marché-là. Là, je pense que ça va être compliqué que maintenant qu'Adobe vient se mettre sur ce créneau-là. Mais voilà, très important. Alors évidemment, il y a d'autres petites évolutions, entre guillemets. On a un nouveau curseur variance qui permet notamment de traiter la peau. On a ici une peau, par exemple, qui est rouge. On va avoir la capacité, grâce à ce curseur variance, en un seul clic, de remettre la peau et de retrouver finalement des tonalités de peau beaucoup plus naturelles. Donc ça aussi, pour tous ceux qui font du portrait, ça va être intéressant. Et on a des possibilités, par exemple, de retirer des reflets sur des lunettes. Les tâches de capteur, c'est pareil. Il va être capable maintenant de faire ça automatiquement. Il est capable de détecter la neige. Il est capable de supprimer les distractions en un seul clic. Vous n'avez même plus besoin de peindre. Automatiquement, les gens disparaissent de votre photo. C'est pas parfait. Ça détecte pas tout le monde encore. Mais là, typiquement, il y avait quelqu'un qui était baissé avec ses fesses en gros plan. Il n'a pas détecté que c'était un humain, en fait, ce truc-là. Donc, il y a des choses à faire. Mais ça évolue. Et ça évolue fort. Et c'est rigolo parce qu'il y a eu deux actualités qui vont dans un sens différent. Il y a DxO qui a lancé un support premium qui est destiné aux photographes professionnels, de façon à avoir quelqu'un qui répond 365 jours par an, de jour comme de nuit. C'est un service qui est pensé pour les professionnels. Donc c'est un service qui est payant. DxO propose ce support-là pour 90 € par an, avec une formule à 3 mois et à 6 mois pour avoir des réponses rapides. Je vous avoue que quand j'ai lu ça au début, je me suis un peu gratté la tête en me disant quel professionnel a besoin à 3 h du matin d'un problème urgent sur lequel il a besoin tout de suite d'avoir quelqu'un au téléphone. Je me suis posé la question, qui a besoin de ça? Mais c'est cool que ça existe et pourquoi pas. S'ils le font, c'est qu'il y a un besoin.
Sachant qu'après, il faut le faire dans toutes les langues. Est-ce qu'ils le font qu'en français? Je sais pas. Mais donc, DxO ajoute un service payant. Et un autre acteur, dont je vous avais parlé au dernier podcast, fait un truc complètement inverse. Affinity, qui est un logiciel photo qui a une part de marché intéressante. Je n'irai pas à dire qu'ils sont utilisés par personne, tu vois. C'est quand même un logiciel dont j'entends souvent parler. Petapixel dit « Le choix d'Affinity d'utiliser DaVinci Resolve est brillant. » DaVinci Resolve, ils est arrivé dans un écosystème où il y avait plein de logiciels qui étaient installés et ils sont arrivés en disant nous, on va être gratuit. Et c'est pas facile de vivre en tant que gratuit. Hein. Je sais pas comment ils font. DaVinci, ils vivent grâce à un autre écosystème, mais il faut payer les gens à un moment donné. Et Frandroid le dit bien. C'est le coup de Canva parce que Affinity a été racheté par Canva. Donc c'est quand même un géant, Canva, hein, qui se développe. C'est gigantesque, ouais. Ouais, c'est pas n'importe qui. Affinity, j'aurais pas donné très cher de leur peau. Mais là, c'est Canva. Hein. C'est gigantesque comme ça. C'est un monstre, ouais. Et ils veulent concurrencer Adobe en disant un logiciel gratuit. Aujourd'hui, il n'y a que Darktable qui existe. C'est un logiciel qui est obscur, qui est utilisé, qui est assez fade. Mais franchement, c'est pas un logiciel qui est moderne. C'est un espèce de truc open source développé avec des briques, développé à droite, développé à gauche. L'ergonomie est pas très bonne. Ça évolue pas beaucoup. C'est pas très moderne. Là, Affinity, ça n'a rien à voir. C'est un logiciel pour lequel les gens payaient dans les 80 € par an. Donc, c'est un logiciel qui était payant. Là, il devient gratuit à vie. Et le pari, c'est d'en faire un logiciel leader. Parce que quand on dit gratuit, c'est pas un freemium. C'est pas une partie gratuite. Et vous pouvez avoir plus de fonctions. Il n'y a pas d'abonnement caché. Il n'y a pas de truc comme chez Luminar où si vous voulez l'IA, dans un an, ça sera payant. Là, ils disent c'est gratuit. Point final. Et c'est un petit événement dans le monde de la photo. Un logiciel qui devient gratuit, ça peut prendre des parts de marché de manière très très sérieuse. Moi, j'ai des mails tout le temps de gens qui cherchent un logiciel gratuit moderne. Là, c'est une application qui est disponible pour Windows, qui est disponible pour Mac, qui est disponible sur iPad, qui a plein de fonctions intéressantes, qui faisait même concurrence à Photoshop, qui a de l'IA à l'intérieur d'Affinity et qui est maintenant supporté par un géant, Canva, qui en fait un acteur crédible. Donc, à suivre. Mais c'est un move très, très, très intéressant. Là, il s'attaque à Adobe, qui est quand même un peu controversé aussi ces derniers temps quand même. C'est à suivre, je suis d'accord. Et on termine par 2 actus Sony. La première, c'est un brevet qui a été déposé pour un système de contrôle de l'autofocus par l'œil. C'est un système qui existe chez Canon depuis le Canon R3 et amélioré sur le Canon R1. Donc, ils sont à leur deuxième génération. C'est un système pour un photographe de sport qui est le futur. Ça marche de manière moyenne pour l'instant, mais c'est le futur. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de joystick. Vous regardez votre sujet, automatiquement le collimateur est sur là où vous regardez. Incroyable à tester. Et visiblement, Sony s'intéresse à ça. Donc c'est cool, très très cool. Est-ce qu'on peut voir ça sur un A1 Mark III? Très très hâte de voir si ça peut arriver, cette histoire. Et pour parler de choses plus concrètes, parce que bon, oui, on dit que Sony n'a pas de nouveauté, tout ça. Quand même, ils ont fait quelque chose cette semaine qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps. C'est une mise à jour de l'autofocus avec un autofocus qui est bien amélioré. Sony nous montre qu'avant, si vous essayez d'isoler un sujet au milieu d'une foule, ça ne marchait pas. Là, par exemple, on a beau mettre le plus petit collimateur sur un sujet, en fait, le collimateur n'accroche pas et va avoir tendance à aller soit devant, soit derrière et finalement à se tromper de sujet. Il n'est pas stable. Avec cette nouvelle fonction, vous vous mettez au milieu d'une foule sur quelqu'un et l'autofocus automatiquement va être stable. Ils ont amélioré aussi la détection des sujets. Ils disent qu'avant, sur un sujet sur un mouvement statique, la détection des visages n'était pas toujours parfaite et que là maintenant, le visage, même tout petit, est reconnu pendant le suivi. Et le plus impressionnant, lorsque, par exemple, on prenait ici un handballeur, il est masqué à un moment donné par un autre sujet et quand il revient, finalement, l'autofocus est passé à autre chose. Maintenant, ils vont arriver à avoir de la stabilité, même quand le sujet est masqué, automatiquement, il arrive à récupérer. À récupérer rapidement. Ouais. Et c'est cool parce que depuis la 7R5, on avait vu quand même assez peu de nouveautés. Ouais, et puis ils ont été aussi pas mal critiqués pour ça, donc c'est important de le souligner aussi. Donc là, ça arrive sur la 1.2 et la 9.3. Donc c'est cool d'avoir de la vraie nouveauté comme ça, d'un autofocus qui s'améliore. Voilà qui termine toutes ces news là que j'avais envie de vous partager et de commenter avec Douglas.
J'ai 2 messages sur le répondeur, donc on va leur donner la priorité. Encore une fois, je vous invite à venir interagir avec nous grâce au lien qui est dans la description pour nous laisser des messages. Salut Douglas, salut Damien. J'espère que vous allez bien. Petite remarque pour toi Damien, merci beaucoup déjà pour ton travail, c'est vraiment cool de pouvoir avoir tous ces tests et puis se faire une idée du matos avant de l'avoir testé nous-mêmes. Juste une petite remarque par rapport à quand tu fais des tests d'objectifs. C'est souvent avec un capteur 45 millions de pixels. Du coup, quand on voit les vidéos tests, on se dit ouah, purée, le piqué de fou. Et puis quand nous on l'essaye avec notre matos qui a peut-être une plus petite résolution, ça fait pas tout à fait le même effet. Et la même chose pour l'inverse, quand tu testes des boîtiers. Des fois on se dit purée, l'autofocus il a l'air de fonctionner à fond et tout, et puis quand nous on l'essaye avec tel ou tel objectif, ça fonctionne peut-être moins bien. Je pense à effectivement si on a des objectifs qui sont pas de la série L ou s'il y a pas un dual focus, là je me souviens plus du nom. Voilà, c'est juste ce genre de petites choses qui peut des fois nous mettre un petit peu sur une mauvaise voie, on va dire. Mais continuez comme ça, merci beaucoup et puis à une prochaine. Salut Clément. Et oui, c'est un peu toute la difficulté des vidéos. C'est que il y a une diversité de boîtiers, il y a une diversité d'optiques. Quand on teste un boîtier, c'est sûr que selon l'optique que vous allez mettre, vous allez exploiter plus ou moins la capacité de définition, de récupérer les détails, parce que c'est toujours un couple en fait. Et c'est là où d'ailleurs sur le marché DxO brille. DxO s'est bâti parce qu'ils étudient ce couple en laboratoire et ils arrivent à affiner les cartes comme ça. Et ça permet d'avoir la meilleure lecture du RAW possible grâce à cette science en labo que ne fait pas Adobe. Mais c'est vrai que moi, au moment de tester, le parti que j'ai pris, c'est d'utiliser le mieux qui existe. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelles sont les possibilités du boîtier. Peut-être qu'au début, tu vas commencer avec un objectif de kit et que parce que le marché de l'occasion te permet un jour d'avoir une optique d'exception, dans 2 ou 3 ans, tu vas avoir cette optique d'exception-là. Et la question, c'est quoi la capacité maximale que peut avoir le boîtier? Donc moi, évidemment, pour le voir, je suis obligé d'utiliser les meilleurs objectifs. Donc performance que si votre objectif vous limite, vous allez moins voir puisque vous allez être limité par l'objectif. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Au moment où je teste le boîtier, moi, je vais le tester peut-être avec un capteur à 61 millions de pixels chez Sony qui va pousser l'objectif dans ses retranchements et qui va permettre d'avoir énormément de détails et beaucoup de finesse et qui va me permettre de voir jusqu'à où peut aller l'optique. C'est sûr que si vous mettez un capteur à 20 ou à 24 millions de pixels, vous allez avoir moins de détails que moi parce que vous êtes limité par votre boîtier. Donc, moi, j'essaye de vous dire jusqu'à où peut aller l'optique. Mais c'est vrai que forcément, il y a un moment donné, il y a un couple et il faut imaginer que c'est sûr que si vous avez 24 millions de pixels, vous ne verrez pas ce que je vois avec 61 millions de pixels. C'est certain. Mais je ne vois pas de solution au moment des tests. Ouais, tu peux pas tester une optique sur 4 boîtiers, c'est compliqué, quoi. Après, je comprends ce qu'il dit, effectivement. Mais même, ça ferait des vidéos inregardables. Bien sûr. T'imagines? Alors, si vous avez ça, ça donne ça, c'est pas possible, tu vois. Et au moment du boîtier pour l'autofocus, alors si vous avez un objectif Tamron, si vous avez un objectif Sigma, c'est pas possible. Donc, pas vraiment de solution. Je note le point, je le comprends, mais j'ai pas de solution pour faire mieux. Donc voilà pour les messages. Et on voulait terminer par un coup de cœur quand même, mais un projecteur sur un photographe qui fait un boulot chouette. Je te laisse nous en parler, Douglas. Ouais, c'est Benjamin Pam qui s'est fait un peu connaître par une histoire pas forcément hyper positive, on va dire. C'est un photographe de sport qui couvre beaucoup de matchs du PSG. Je vous laisserai découvrir son compte. Il fait de très très belles images de sport, comme plein d'autres aujourd'hui dans le sport qui sont en train de, pas dire de révolutionner, mais de changer un petit peu les codes de l'image de sport, de foot qu'on avait l'habitude de voir. Donc Benjamin que j'ai découvert, et puis on a aussi Kenny Sika qui est quelqu'un avec qui on bosse et qui fait aussi beaucoup de choses hyper intéressantes. Et pour le coup, Benjamin, il s'est fait un peu connaître là ces dernières semaines à ses dépens parce qu'il s'est fait voler tout son matos. En fait, il était dans le train et puis juste au moment, quelques secondes avant que les portes se ferment, quelqu'un qui est venu, qui lui a arraché, qui lui a pris son sac et qui est parti en courant avec tout son matos dedans, plus de 10 000 euros de matos à l'intérieur. Et en fait, un peu sous le choc et désemparé, il s'est retrouvé à faire une cagnotte parce que il avait tout son argent à l'intérieur et son outil de travail surtout. Et il s'avère que la cagnotte a pris une ampleur de dingue. Il a récolté, je
crois plus de 100 000 euros. Et en fait, du coup, nous, quand on a vu ça, on nous a tagué plusieurs fois en fait sur ce post. Alors malheureusement, c'est pas le premier à qui ça arrive. Malheureusement, je pense que ça sera pas le dernier. L'idée là d'en parler, c'est surtout pour essayer de faire de la prévention. Il nous a donné qu'est-ce que lui il aimerait donner comme conseil, parce que en gros on l'a appelé pour lui dire qu'on était désolé, s'il avait besoin de soutien, on pouvait essayer de l'aider sur le matos qu'il avait besoin de racheter, etc. Et en fait, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était choqué, mais pas forcément choqué par ce qui lui arrivait, mais choqué par l'ampleur et l'élan de solidarité qu'il y a eu, limite même gêné. Il en a fait un post juste dans la foulée où il a coupé la cagnotte parce qu'il n'était pas à l'aise forcément avec ça, en remerciant tout le monde qui avait besoin de prendre du recul, etc. Et voilà, l'idée c'était un peu de faire un peu de prévention en disant attention quand même, aujourd'hui vous avez du matos photo, vidéo qui coûte beaucoup d'argent. Alors il y a effectivement possibilité de prendre des assurances, mais d'un autre côté les assurances, déjà ça coûte cher, et puis en plus de ça, un peu le problème des assurances, c'est qu'il faut toujours bien regarder les petites lignes, et quand t'as pas de problème, il y a pas de souci. Le jour où t'as un souci, c'est là où les petites lignes elles sont importantes. Donc ça c'est la première chose. Après on a effectivement et c'est ce qu'il nous a dit Benjamin, mettre des AirTags en fait dans vos sacs à dos, dans vos sacs photos. Ça n'empêchera pas le vol. Par contre, en tout cas, rapidement, ça permettra de le localiser et contacter immédiatement la police, parce que s'il y a un AirTag à l'intérieur, vous êtes en mesure de le localiser très rapidement, et peut-être que rapidement, les forces de l'ordre pourront faire quelque chose une fois que le produit, ou les produits ils ont été ailleurs. Là, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, moi je conseille de mettre des AirTags. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les sacs photos, c'est devenu systématique. Il y a toujours un emplacement dédié pour mettre le AirTag sur beaucoup de sacs photos. Mais voilà, c'était l'occasion déjà de parler de ça, et puis de mettre par la même occasion en lumière un petit peu son travail. Et je vous inviterai à découvrir son compte. Ouais, et puis il voulait il voulait que ça sache qu'il y a une technique de gens qui achètent un billet comme s'ils allaient monter dans le train, et en fait qui restent sur le quai et qui attendent le moment où le train s'en aille. Donc quand les portes se ferment. Donc à un moment donné où finalement, si on te prend quelque chose à ce moment-là, t'es bloqué dans le train qui part à des centaines de kilomètres. Et c'est vraiment un moment critique, a priori choisi par les voleurs pour arracher ou prendre un sac. Donc bien veiller à ce moment particulier où c'est à ce moment-là où on a l'impression que... c'est à ce moment-là où on a l'impression que c'est fini en fait. Y a personne qui est venu, ça y est, le train s'en va. Et à ce moment-là, tu vois, en quelques secondes, il y a quelqu'un qui te prend ton matos, quoi. Donc voilà. Et il disait qu'effectivement, ce que tu disais, que si vous avez mis un AirTag, il ne faut pas se dire que c'est perdu. Apparemment, la police agit en fonction du AirTag. Donc là, en l'occurrence, pour lui, ça ne l'a pas fait, mais ça a failli le faire, si j'ai bien compris. Mais voilà, tout de suite appeler la police, leur dire j'ai un AirTag, et ils vont intervenir. Donc voilà, bon, écoute, comme je t'ai dit hier, je pense qu'il y a énormément de choses négatives apportées par les réseaux, et que si pour une fois les réseaux sociaux ont du bon et permettent à quelqu'un qui se bouge, parce que on le voit, il n'a pas un Sony A1 Mark II, il travaille avec un Sony A7 IV, si j'ai bien lu. En tout cas, c'est ce qu'il voulait racheter. Donc voilà, Sony A7 IV, on te le vole, t'es dégoûté, quoi. Donc si les réseaux sociaux, pour une fois, peuvent, dans un élan de solidarité, permettre à quelqu'un qui se bouge, qui travaille, qui est jeune, qui a son matos, à qui on le vole, de s'en sortir. C'est un bel élan de solidarité, moi, je trouve. Et grâce à une petite contribution d'un grand nombre de gens. Écoutez, c'est cool, moi je trouve que ça se prend, et il a eu une bonne idée de le faire. Il mérite. Donc écoute, amuse-toi bien, Benjamin, et j'espère que tu vas nous faire des belles photos. Et voilà qui conclut l'épisode. Donc on se retrouvera au prochain épisode. J'ai invité JC Pierry pour son livre Sois humble et regarde. Donc on aura l'occasion d'échanger avec lui comme on l'avait fait un peu avec le photographe de drone. Et peut-être une actu A7 V. On verra. Salut tout le monde. Salut Damien, salut tout le monde.